système économique a permis au système sanitaire de faire son travail correctement. Au jour d'aujourd'hui, si on ne sauve pas le système économique, le système de santé ne pourra pas suivre derrière. Nous allons parler de ce confinement, un confinement qui n'est pas fait pour plaire à tout le monde, c'est le moins qu'on puisse dire. Les professionnels de santé ne sont pas toujours d'accord sur la nécessité de ce confinement, de cet isolement. Yoni Khalfa, docteur Yoni Khalfa, bonjour, bienvenue et merci d'avoir accepté de parler sur Studio Kalita. Bonjour à vous et ravi d'être parmi vous encore une fois ce matin pour parler de la situation actuelle dans notre pays. Alors, un confinement pour la santé, un confinement qui va peut-être sacrifier un pan de notre économie. Est-ce que vous pensez que c'était utile, que ça va être utile et endiguer, on va dire, les contaminations et le nombre de malades qui augmente chaque jour en Israël ? Je pense qu'on est passé à un stade exponentiel de l'infection et de la contamination. Au jour d'aujourd'hui, je pense que ces guerres est inutile. Je vais peut-être m'attirer la foudre du Misra d'Abriout en disant un peu le contraire de ce qui est publié, mais on a été les champions du monde de la première vague et aujourd'hui, on est les champions du monde du nombre de cas rapportés au nombre d'habitants. Vous pensez que nous sommes arrivés à un stade assez inquiétant, préoccupant ? Alors, j'aime pas le mot préoccupant ou occupant. Préoccupant, j'aime pas ce mot-là, donc je vais pas l'employer. On est arrivé à un stade sérieux où il faut prendre le problème différemment de comment on l'a pris lors de la première vague. Au jour d'aujourd'hui, on est arrivé à un stade où le séguer, donc l'isolement, la quarantaine de toute la population israélienne, quel que soit le secteur, la ville ou la tranche d'âge ou l'appartenance ou non à un groupe de patients à risque n'est plus utile. On est arrivé à un nombre de contaminations où je ne pense pas que 2 semaines ou 3 semaines vont faire plus reculer le nombre de cas. Maintenant, je ne veux pas rester alarmiste sur la situation. On la gère, moi, je trouve qu'on la gère encore très, très bien. Et on n'a pas encore déployé toutes nos capacités. Alors, quand vous dites 2 semaines, 3 semaines de confinement ne vont servir à rien, ça veut dire qu'il faudrait plus de confinement ? Non, moi, je ne suis pas pour le confinement. On a montré lors de la première vague, pour rappel, je pense qu'aucun auditeur ne peut nier ce fait, on a été confiné pratiquement 2 mois. Pratiquement 2 mois, quand je dis pratiquement 2 mois, c'est 1 mois et 3 semaines. On a fait redescendre le nombre de cas, mais on n'a pas fait disparaître la maladie, chose qu'on avait espérée, pour la simple et unique raison que beaucoup de patients n'étaient pas testés, étaient positifs ou asymptomatiques, et que le virus a continué à progresser. Si je peux permettre de faire une relation entre le politique et le médical, au tout début de la première vague, on a visé à protéger le plus possible les gens, à avoir le moins possible de personnes hospitalisées de manière à pouvoir continuer à traiter bien les gens sans avoir un nombre de morts qui devenait affolant comme dans pas mal de pays d'Europe. On a réussi là-dessus. Mais on a éliminé la possibilité d'une immunité collective. Je ne veux pas parler d'immunité collective dans le stade du corona parce que beaucoup d'études sont en cours, on n'a pas encore tous les résultats, mais si on prend n'importe quelle épidémie ou infection, on arrive à une immunité collective à partir du moment où on a entre 20 à 30% de la population qui ont été contaminés. On ne peut plus contaminer quelqu'un d'autre si on a déjà été malade pendant un certain laps de temps. En ce qui concerne les premières études pour le corona, ce serait 4 mois. On dit actuellement qu'on a une immunité, on va dire, naturelle qui se met en place à partir du moment où on a eu la maladie d'au moins 4 mois. Donc, aujourd'hui, les chiffres que j'ai consultés hier, on est à 171 000 patients qui ont été, j'aime pas le mot malade aussi, donc corona positif à un moment donné. Donc, on est encore loin des 20 à 30% de la population. Si on enferme tout le monde aujourd'hui, on va diminuer les risques de contamination, on va dire, inter-personnes de non-famille ou de collègues de travail. On va avoir des gens confinés à la maison beaucoup plus de temps et beaucoup plus souvent. Donc, à l'intérieur même d'un foyer, on va avoir des contaminations, on va dire ce que j'appelle interfamiliales. Donc, je ne pense pas qu'on va diminuer le nombre de cas. Je pense qu'au contraire, le nombre de cas va stagner. Et on aura limité nos chances d'arriver
à une immunité collective dans les prochains mois. Alors justement, vous parlez d'immunité collective, mais on voit bien que d'un côté, on demande à la population de se protéger au maximum, donc d'empêcher de se faire contaminer. D'un autre côté, on voit que dans d'autres pays d'Europe, ça n'a pas vraiment marché, hein, cette espèce d'immunité collective, où il n'y a pas eu de confinement. Je pense à la Suède notamment. On comprend mal, on imagine mal comment cette immunité collective peut arriver, quoi. Comment on peut y arriver. On a l'impression que le virus ne fonctionne pas comme une autre maladie. Alors, vous avez raison là, sur ce point-là, mais en médecine et comme dans tout dans la vie, on nourrit des espoirs. C'est comme quand on parle de vaccins, de traitements efficaces, de protocoles, d'études. On espère avant l'hiver trouver le vaccin, avoir passé les premières étapes de manière à pouvoir injecter, donc vacciner, et d'avoir un traitement efficace. On est obligé de nourrir des espoirs pour avancer. Quand on parle d'immunité collective, c'est un peu tôt pour dire qu'il y a une chance d'arriver à une immunité collective parce qu'on n'a pas assez de recul sur la pathologie pour savoir déjà s'il y a des risques de recontamination et si les gens qui ont été contaminés ont vraiment été protégés. Mais la certitude que j'ai aujourd'hui en tant que médecin, c'est des chiffres que je vous ai dit plusieurs fois sur l'antenne, c'est que on a approuvé l'utilité du masque a posteriori, puisque même si c'est assez discuté, mais en tout cas, la chose qui est sûre, c'est que tous les patients qui ont été positifs, quand le ministère d'Abriout mène, donc quand le ministère de la Santé mène une enquête épidémiologique, on se rend compte qu'à l'heure T, à l'instant T, le jour J, le patient ne portait pas le masque. Donc, le port du masque est important, mais là où il faut se concentrer, c'est voir un peu les chiffres et les statistiques. Au jour d'aujourd'hui, je les ai regardés, donc on a le même nombre à peu près le même nombre le nombre de morts en fait constant et journalier reste une ligne droite plane. Donc ça s'aggrave pas, la situation ne s'aggrave pas au niveau des décès. Au niveau des patients intubés, pareil. Okay. La seule chose qui a augmenté ces derniers jours, c'est le nombre de patients hospitalisés. Alors, c'est une donnée qui est importante. Pourquoi ? Parce que l'augmentation de ce nombre de patients qui a été hospitalisé n'est pas exponentielle par rapport au nombre de cas. Si on avait, je donne un exemple, c'est un chiffre qui ne veut pas dire grand-chose. Par exemple, le 14 avril, 400 patients hospitalisés pour 5000 tests faits par jour et pour on était à peu près à 200 ou 300 patients positifs. Aujourd'hui, on a eu des journées à 40 000 tests, plus de 2000 patients positifs et on n'est monté que de 100 patients hospitalisés. Donc, la situation n'est pas catastrophique. Elle n'est pas alarmante. On gère très bien pour l'instant. Et si je peux me permettre de rajouter encore un point, il faut aussi comprendre, et ça, nous, médecins, on le comprend facilement, peut-être vous, auditeurs, vous avez un peu plus de mal, quels sont les critères d'hospitalisation ? Est-ce qu'on hospitalise quelqu'un parce qu'il va très mal ? On hospitalise quelqu'un parce qu'on veut le protéger, on veut s'assurer qu'il ne va pas mal. Et je vais vous donner un exemple qui est représentatif peut-être de la population. Hier, j'ai fait hospitaliser un patient, qui est aussi un ami, qui est hyper tendu, qui a du surpoids, donc il a des facteurs de risque cardiovasculaire assez importants, il a le Covid. Je pense que c'était juste une petite angoisse, mais il me dit, je me sens pas bien, j'ai du mal à respirer. Je l'ai envoyé aux urgences. Aux urgences, ils ont fait tout un bilan complet. Ils se sont rendus compte qu'il allait bien. Ils l'ont un petit peu oxygéné pour le côté un peu psychologique. Et ils l'ont mis sous cortisone. Il est rentré à la maison. Et je l'appelle toutes les 3-4 heures. Et il va très bien. Est-ce qu'on a considéré ce passage aux urgences comme une hospitalisation ? Oui, car il est resté pratiquement 20 heures et qu'il est passé dans un service. Est-ce que c'était une hospitalisation justifiée ? Oui, parce que je suis un médecin qui veut prendre le moins de risques possible avec ses patients, mais c'est comptabilisé dans les hospitalisations. Alors, est-ce que d'après vous, alors on comprend que vous n'êtes pas pour ce confinement, que vous nous expliquez les chiffres, et ça c'est plutôt bien parce que ça permet d'y voir un petit peu plus clair. Alors, si vous n'êtes pas pour ce confinement, à votre avis, qu'est-ce qu'on aurait pu faire ? Écoutez, je ne vais pas avoir la prétention, moi, de... Non, bien sûr, mais votre opinion nous intéresse. Je vais être très clair. Aujourd'hui, on veut refaire ce Séguer parce qu'on voit les nombres augmenter et on a peur qu'à un moment donné ou un autre, on se retrouve face à beaucoup de gens qui arrivent aux urgences. Parmi ces patients-là qui arrivent aux urgences, en hébreu, on dit miyun, en français, on dit triage. On doit trier les patients en retour à domicile, patients simples, patients moyens, patients compliqués. Et de se retrouver surchargé dans les services et de ne pas avoir accès à des lits de réa en cas de besoin. D'accord ? Au jour d'aujourd'hui, les mois qui sont passés nous prouvent qu'on n'atteint pas un niveau catastrophique
catastrophique et qu'on veut éviter d'aller jusqu'à cette situation-là qui serait une situation alarmante, mais je n'y crois pas. Aujourd'hui, on l'a dit plusieurs fois et je suis sûr que plusieurs médecins intervenants sur vos ondes l'ont dit aussi. Les patients qui sont hospitalisés, c'est une certaine catégorie de patients, une certaine population de patients qui ont en général plus de 65 ans et qui ont des tares associées, des maladies chroniques. Moi, j'étais plus pour un Séguer, attention, je vais me faire taper sur les doigts, un Séguer non pas par région, non pas par ville rouge, verte ou orange, mais un Séguer des populations à risque. Alors, attention, je vais commencer dur et après j'explique ce que je veux dire. Enfermer, donc mettre en isolement pendant 2 semaines, voire 2 semaines plus une semaine, 2 semaines plus 2 semaines en fonction de l'évolution de la pathologie, les personnes âgées de plus de 65 ou 70 ans à débattre et les personnes avec pathologie chronique. Attention, pas mettre en prison et les laisser les protéger de la maladie, mais les laisser mourir de dépression due à l'isolement, mais les protéger. Ça veut dire quoi, les protéger? Les favoriser, leur donner des heures de sortie, des heures de sortie conseillées, où on demanderait à la population plus valide d'éviter d'être en contact avec les personnes âgées. Au jour d'aujourd'hui, on a des villes vertes avec plusieurs parcs. On peut décider que tel parc, que 2-3 parcs par secteur sont réservés exclusivement aux personnes âgées pendant telle ou telle heure. Comme ça leur donne la possibilité de sortir. On peut assurer des services de livraison pour la nourriture dans les supermarchés. On peut faire comme nous avons fait à la Maccabi, des heures à la pharmacie qui sont réservées exclusivement aux personnes âgées pour qu'ils puissent venir récupérer leurs médicaments sans avoir à être en contact avec d'autres personnes qui pourraient être malades et les contaminer. On pourrait mettre des créneaux horaires chez les médecins. J'ai mis des créneaux horaires réservés qu'à mes patients âgés de plus de 65 ans. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour protéger la personne âgée ou fragile, pour pas qu'elle puisse, pour éviter qu'elle soit contaminée, tout en leur promettant de continuer une vie normale. Mon confrère Edgar Cohen, il y a quelques jours sur vos ondes, a dit même enfermer les personnes âgées, c'est pas normal. J'ai des patients de 85 ans qui courent sur la taillette à Tel Aviv. Mais il n'y a pas de problème. Je suis pour aussi qu'ils sortent, mais qu'on les aide à le faire de la meilleure des façons possibles. Les personnes âgées ont des habitudes qui sont différentes des personnes plus jeunes. Ils sortent en général très tôt le matin parce qu'ils veulent éviter la chaleur. La taillette de Tel Aviv, le matin à 6h, 7h, 8h, 9h, c'est pas rempli de monde, c'est en plein air. Je suis pas contre un footing ou une promenade d'une personne âgée. Bon, alors de toute façon, les directives concernant le confinement pendant ces fêtes ont été quand même légèrement allégées par rapport au premier confinement, puisqu'on peut sortir au-delà de 500 mètres, on peut aider, on va dire, une personne qui est en difficulté, on peut circuler si on a, par exemple, à faire le transfert d'un mineur dont les parents vivent séparément. Il y a beaucoup de choses. On peut aller en enterrement, on peut aller chercher ses médicaments, on peut participer à une manifestation. Il y a quand même une grande tolérance. Ça a l'air même incohérent. Vous avez dit un mot qui me révolte, c'est les manifestations. Je ne parle pas du côté politique, mais il y a un moment donné où on doit comprendre aussi, parce que je vous ai dit qu'on n'est pas arrivé à un état catastrophique, mais on n'est pas arrivé à un état catastrophique parce qu'on a des équipes sur le terrain médical et autres qui gèrent bien la crise, mais autoriser des manifestations où on sait que les manifestants vont être de 1000, 3000, 4000, 10 000, pas forcément toujours porter le masque, même s'ils sont en plein air et collés les uns les autres, ça c'est une très très grosse bêtise. Très très grosse bêtise. Est-ce qu'on peut avoir si vous les avez, quelques chiffres concernant les autres pays, nos chiffres, notre situation par rapport à d'autres pays d'Europe, puisque nous sommes le premier pays à reconfiner? Écoutez, avec certains médecins francophones, nous avons monté bien avant le corona, un groupe de médecins francophones où on échangeait beaucoup. Sur ce groupe-là, on a même mis en place un logiciel qui comptabilisait un peu les cas diagnostiqués, les cas guéris, les patients graves, les patients moyens, et on a arrêté. On a arrêté de faire de comparaison parce qu'il n'y a aucun intérêt. Parce que faire des comparaisons, ça veut dire chercher à sortir des statistiques. Et il y a un biais énorme. Chaque pays a ses recommandations. Chaque pays teste les gens en fonction de certains critères. Et on s'est rendu compte qu'on perdait énormément de temps. Alors, je ne dis pas que ce qui se passe en dehors d'Israël ne m'intéresse pas, mais on travaille plus de 60 heures par semaine en ce moment et des fois même à la maison. J'ai arrêté de faire cette chose. On n'est pas convaincu qu'on est confronté à la même souche du virus. Les épidémiologistes et les virologues en recensent 4 à 6 différentes principalement. J'ai complètement arrêté. Certains...
Alors, certains, justement, puisque vous parlez des différentes souches du virus, certains pensent que le virus va encore muter et disent qu'après le confinement, eh bien, pendant cette période-là, on va se retrouver encore avec une autre chose, se battre contre un virus qui aura encore changé et on se demande ce qui va se passer après ces 3 semaines. C'est une bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée. Elle est très pertinente. Au jour d'aujourd'hui, on quantifie, on arrive à évaluer le degré de mutation d'un virus en fonction du temps. C'est très difficile de faire un plan sur la comète. Prenez des vaccins connus depuis longtemps à ADN ou à ARN, parce qu'il y a deux types de virus, pardon, pas vaccins, de virus, de deux types de virus, ARN ou ADN. Le degré de mutation, il dépend de plusieurs facteurs, de l'environnement et du temps. C'est un peu précoce au bout de fin février, de 8 mois, on va dire, d'épidémie en Israël, de faire un plan sur la comète. Aujourd'hui, moi, je suis plus préoccupé par l'arrivée de l'hiver plutôt vers le mois de novembre. On va avoir un cumul des cas de gastroentérite virale à rotavirus, des cas de grippe influenzae et du corona. J'attends du gouvernement des mesures qui vont aider les médecins à traiter les patients mieux, des tests de dépistage diagnostiques beaucoup plus rapides pour faire face, on va dire, à ces 3 infections virales qu'on va rencontrer régulièrement en hiver. Au jour d'aujourd'hui, savoir si le virus va muter ou pas muter, être plus méchant ou moins méchant, pour l'instant, c'est de la médecine fictive, c'est l'histoire fiction et ça m'aide pas dans ma pratique médicale de tous les jours à soigner les patients. Ce qui m'aide, c'est les moyens qu'on me donne pour rendre service aux gens et les aider. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez enchaîner là-dessus, on n'est pas débordé dans les hôpitaux, on n'est pas débordé dans les coupes trop libres. Regardez, je me suis connecté avec 5 minutes de retard à votre studio, mais j'arrive à gérer et on a des plans. Il ne faut pas croire, on ne peut pas faire entrer les gens dans les hystéries complètes en vous racontant tout, on ne vous cache rien, mais Israël sait faire face à ce genre de situation. Elle le fait face pendant les différentes guerres ou conflits auxquels elle a eu et on n'aura aucun problème à gérer, que ce soit dans le nord ou le sud du pays. Et les soins et l'accès aux soins n'a pas lieu que dans le Merkaz ou dans le Sharon, je vous rassure. Donc juste pour terminer, par rapport à la situation économique, évidemment, je sais que vous avez un avis tranché sur la question. Vous pensez que les gens vont réussir à survivre à ce deuxième confinement? Est-ce que vous pensez qu'on aurait pu, qu'on peut encore faire quelque chose pour eux en plus? Vous pensez que c'est une erreur? Moi, je pense que la première vague, on l'a gérée avec le cœur. On s'est dit, le Ham Israël, le pays d'Israël, les Juifs en général, ne peuvent pas comparer le prix d'une vie au prix d'un commerce. Et on a fait les choses avec notre cœur. Aujourd'hui, il faut faire les choses avec notre tête. Il faut être sensé et voir les choses comme le sont la réalité. On a bien géré la première vague de ce virus, pour la simple et unique raison qu'on a une très bonne, un système de soins qui marche très bien, et on a une économie qui est stable. Et le système économique a permis au système sanitaire de faire son travail correctement. Au jour d'aujourd'hui, si on ne sauve pas le système économique, je ne dis pas que le pays peut s'effondrer, mais si on rencontre des problèmes économiques, le système de santé ne pourra pas suivre derrière. Au jour d'aujourd'hui, le Séguer, en confinant tout le monde, je n'y crois pas vraiment. Et ça risque d'être très dur pour les petites et moyennes entreprises. Et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas cherché à faire un Séguer sélectif plus qu'un Séguer total. Et j'espère vraiment que le gouvernement et puis le ministère de l'économie, de la santé ont des plans derrière pour aider les gens à se relever, parce que c'est vraiment une chose qui me fait plus peur. Je n'ai pas peur du tout d'une crise sanitaire. J'ai plus peur d'une crise économique aujourd'hui, malgré que je sois médecin. Eh bien, docteur Yoni Khalfa, merci beaucoup pour vos réponses précises et claires. On se retrouvera probablement lors d'une prochaine émission. J'en profite pour vous souhaiter en attendant une bonne année. À très bientôt, Yoni Khalfa. Bonne année à tous. Au revoir.